Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vais vous parler d'Ivan Reyes, un artiste que j'aime beaucoup, mais dont malheureusement je semble me lasser un petit peu du style. Alors c'est une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude, parce que là l'idée c'était de m'interroger pourquoi cet artiste dont je ne remets absolument pas du tout en cause le talent, parce que vous allez voir j'aime énormément de choses qu'il fait, pourquoi est-ce que je me lasse un petit peu de son style de dessin. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi et de réfléchir aussi pourquoi, certains autres artistes qui présentent le même type de qualité, peuvent aujourd'hui, m'intéresser un petit peu moins ou en tout cas, ne pas me mettre dans l'état d'attente, de leur production comme ça peut être le cas sur d'autres artistes. Alors déjà un petit retour, Ivan Reyes, je l'ai découvert sur Green Lantern, à l'époque où j'ai fait le run de Geoff Johns, qui est vraiment un run que je vous recommande. Voilà, moi j'étais pas un grand fan de Green Lantern, mais j'étais un grand fan de Geoff Johns et donc j'avais déjà, été accroché par, toute sa saga sur The Flash. La JSA est une de mes séries favorites et Green Lantern, c'était pas du tout un personnage que je suivais, mais quand j'ai commencé, la série, j'ai vraiment, très vite accroché à tout l'univers, qui était dépeint et notamment, il y a eu quand même pas mal d'artistes, plutôt bons, hein, sur Green Lantern, notamment Carlos Pacheco aussi. Là, on voit Daniel Acuna, et Ivan Reyes faisait partie des artistes que je préférais vraiment sur cette série. Parce que je trouve qu'il a amené énormément de choses dont je vais essayer de parler, en tout cas pas mal de qualités qui sont, assez symptomatiques, on va dire, de son style et qui, je trouve, ont amené, cette série à un très, très haut niveau, graphique. Donc c'est vraiment là où je l'ai découvert, j'ai pas vraiment le souvenir, enfin je sais qu'il avait fait quelques petits trucs à droite à gauche avant, mais pas forcément qui avaient, attiré mon attention. Mais on va y revenir après parce que je vous montrerai, quelques pages de ce Graphic Inc. Qui est un magnifique bouquin en fait, qui permet de retrouver un peu sa carrière chez DC. Mais juste rapidement pour vous montrer, juste quelques pages, de ce qui m'a immédiatement séduit, chez Ivan Reyes. Tout d'abord, c'est un artiste qui, pour moi, se situe, à la convergence d'un ensemble hem, comment dire? De styles, qui vont de Alan Davis, notamment, par exemple, pour les corps féminins aussi, ou même ici, on le voit sur ce personnage féminin, la façon dont les mains sont positionnées, la silhouette est très, est tout en courbe, très élégante. On retrouve aussi, des personnages assez, massifs, aux musculatures vraiment réalistes et crédibles comme on peut les trouver chez Brian Hitch. On trouve un petit peu aussi, je trouve dans les visages, de l'influence aussi de 2 autres artistes que j'aime beaucoup, qui sont, ici notamment. On peut avoir l'impression de trouver un petit peu le style de Neil Adams ou de Claudio Castellini, par exemple, dans la forme des visages notamment. Ça m'y faisait penser aussi ce travail sur les doigts aussi dont j'ai déjà parlé pour Alan Davis, que j'aime beaucoup. C'est que je trouve, toujours, très, très bien fait et qui apporte à chaque fois au personnage, je trouve, une élégance, naturelle. Et puis en plus, ce que j'aime chez lui, c'est qu'on retrouve à la fois ce mélange entre une ligne un peu claire dans les designs de ses personnages ici, par exemple, mais aussi, une capacité, à travailler, les volumes avec des ombres, pas avec tout un tas de traits comme le fait, Jim Lee, par exemple, mais plutôt par des aplats noirs, un petit peu comme le fait, Bryan Hitch, justement. Et je trouve qu'à chaque fois, ça a apporté, un degré de réalisme à ces personnages. Donc il y a vraiment cet équilibre entre, l'élégance, de l'anatomie et du côté un peu ligne claire de Neil Adams, de Alan Davis, même si Neil Adams c'était pas trop ligne claire non plus, mais, voilà un peu cette élégance de l'anatomie avec, ce côté plus réaliste, qu'a amené par exemple Brian Hitch, entre autres. Et on voit que du coup, ça lui permet de faire des rendus, de super-héros, classiques de DC avec, je trouve une grande justesse. Il fait partie de ces artistes, je vais en parler comme Jason Fabok par exemple, ou Gary Frank qui arrivent, je trouve, à rendre les personnages de DC avec juste ce qu'il faut de classicisme, on va dire, par rapport à l'univers de DC et notamment au design des costumes et en même temps, leur apporter une vraie touche de réalisme
qui fait qu'à chaque fois, ça permet d'équilibrer, je trouve, et d'amener une touche extrêmement moderne à un univers d'ici qui semble en même temps très respectueux graphiquement de l'image un peu classique que l'on a avec euh, des artistes qu'on a connus dans les années 80 notamment, ou même un petit peu avant. Je pense notamment à José Garcia Lopez, oui c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai un peu écorché son nom, désolé. Voilà, qui a défini un peu le visuel des personnages de DC à l'époque. Donc ça, c'était vraiment le truc qui me plaisait vraiment énormément. En plus, Geoff Jones lui envoie quand même dans ses scénarios énormément de choses difficiles à dessiner. On passe de décors de la Terre très très variés au fin fond de l'espace, de la SF, du fantastique, en tout cas du côté un peu horrifique pendant la saga qui a été qui était plutôt une saga importante avec les Black Lanterns. Euh, donc c'est vraiment un artiste où on a l'impression que rien ne peut l'arrêter, qu'il est capable de tout dessiner, des avions réalistes, des navettes et des flottes entières d'origine alien. Donc c'était, je trouve, l'artiste parfait pour Green Lantern, puisque à aucun moment on le sent défaillir face à tout ce que lui présente le script. Et en plus, il y a aussi cette capacité à livrer très régulièrement des pin-up de personnages. Je ne sais pas si c'était voilà, typiquement celle-ci par exemple, mais il a vraiment cette capacité à pouvoir fournir de temps en temps des splash pages extrêmement héroïques de personnages dont il rend vraiment à chaque fois la musculature, le corps vraiment extrêmement bien fait. Et donc ça fait que voilà, on ne se lasse vraiment jamais tout au long de la série de le voir dépeindre un peu tous les personnages. Et ce qui fait que vraiment sur Green Lantern, je trouve que c'est une approche, enfin un artiste qui va vraiment amener la série dans des sommets. Et puis, comme je disais, en fait, on va revenir un petit peu là-dessus aussi. C'est un artiste qui a un parcours où on sent très vite le niveau augmenter. Donc ce bouquin Graphing Inc. en fait reprend un petit peu, je vais s'enlever la jaquette, un petit peu plusieurs extraits de ses œuvres chez DC. Et clairement, on voit que cette petite cover qui est quand même plutôt pas mal, mais justement, je vais y revenir, notamment sur la question de l'ancrage. Je crois que c'était une double ou triple cover aussi. L'affrontement entre les équipes époque 52, en fait, New 52, en fait, où il y avait plusieurs Justice League qui s'affrontaient. Justice League Dark, Justice League of America et Justice League tout court. Donc voilà, donc on voit que les scènes de personnages nombreux, ça non plus, ça ne l'impressionne pas. Là, c'est ses débuts. Alors si je me souviens bien, c'était mentionné sur The Invisibles, qui est une série de Grant Morrison. Assez barré apparemment, j'ai jamais lu, mais pour en avoir lu quelques articles dessus, ça avait l'air bien barré. Et on voit déjà que on n'est pas encore dans le style qu'il va développer plus tard, mais on retrouve quand même quelques bases. Déjà un certain réalisme, une maîtrise d'anatomie. On trouve aussi un peu cette façon de travailler les ombres ici sur les corps, qui va être de plus en plus travaillée par la suite. Et puis des formes de visage aussi, hein, finalement assez classiques. Mais je vais y revenir aussi un peu. Voilà, donc c'est, on va dire peut-être des débuts, mais en tout cas des débuts de grande qualité. Je l'avais vu aussi effectivement sur Superman, à l'époque où le titre avait été relancé. Je sais plus si c'était Jeff Lubb qui écrivait. Non, c'était Geoff Jones aussi. Geoff et Jeremy Jones. Mais en fait, ce qui m'avait assez plu aussi, c'était le visage de Superman. Encore une fois, à la fois le visage est très beau, il y a une vraie élégance et une vraie finesse dans les traits, très héroïque, et en même temps une capacité à quand même bien mettre en avant la puissance physique du personnage. Mais il y avait ce côté un petit peu... alors je sais pas si c'était lui qui s'ancrait là-dessus ou pas, mais il y avait un côté un peu... non, Marc Campos à l'ancrage.
Un côté un peu, rushé dans le dessin. On voit, que ce soit des effets ici ou dans les ombres, il y avait pas encore la maîtrise, on va dire, on a pu voir sur d'autres choses et notamment sur Green Lantern. Mais c'est peut-être une question d'encreur aussi, car selon les encreurs, on va voir son dessin change pas mal, en fait. Et c'est peut-être aussi déjà un des premiers points qui me pose question sur ça, mais je vais y venir un petit peu après aussi. Donc là, c'était une apparition plutôt, intéressante, en tout cas sur Superman, mais j'avais pas encore vraiment retenu son nom, parce que même si je trouvais que le dessin était de qualité, il y avait une espèce d'inconsistance, un petit peu générale, voilà, qui faisait que ça me parlait pas plus que ça. Et puis aussi, et c'est là un des points aussi, c'est que au delà de l'ancrage, j'avais pas, commencé à détecter un storytelling ou quelque chose de vraiment singulier, qui allait commencer à me marquer, par rapport à son style de dessin. Donc c'était très beau, mais c'était juste, on va dire, beau à ce stade-là. Typiquement, ce genre de splash page, on voit que ce qu'on va trouver après chez lui, une capacité à gérer tout un tas de personnages, de varier les poses, de crédibiliser des designs les plus barrés aussi. Donc clairement un homme de talent, capable aussi de rendre tout un tas de textures ou de technologies. Mais encore une fois, je m'interrogeais quelle est sa singularité en fait, par rapport à d'autres artistes qui ont, encore une fois, comme Davis ou comme Brian Hitch, c'est quoi sa singularité? Qu'est-ce qui fait que il va sortir du lot par rapport à d'autres? Un des trucs que j'aime beaucoup chez lui, c'est les visages. Encore une fois, je trouve il a réussi quand même à trouver une approche des visages très moderne, même si des fois un peu redondante, notamment. On se rend compte que ces personnages masculins sont un peu construits un petit peu de la même façon, comme le fait Jim Lee par exemple, et que de fait, c'est pas toujours évident de les distinguer les uns des autres. Mais en l'occurrence, on voit ici dans cette page, son storytelling est généralement clair, il est classique, mais tous les environnements sont très crédibles et très bien rendus. Donc pourquoi se plaindre, j'ai envie de dire. On continue là-dessus, où il avait fait cette double page sur les origines de Green Lantern. Là aussi, pour dire que le Green Lantern Corps, c'est un vrai régal avec lui, puisque vraiment il sait dépeindre des tas de dizaines d'aliens très différents. euh, et donc, du coup, il crédibilise vraiment ce côté interplanétaire du corps. Donc, tout reste extrêmement, voilà, on le voit ici, notamment. Voilà, toutes les scènes sur Oa avec les différents Green Lantern, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup aussi les designs de science-fiction qu'il fait, où il varie aussi les types de techno. On voit aussi ici qu'avec Parallax, il arrive quand même à un certain degré de détail dans ses dessins, toujours avec sans surcharge en fait de texture, mais en même temps avec ce qu'il faut pour donner effectivement du réalisme, que ce soit au reflet ici ou que ce soit dans les vêtements, etc. Donc un très bon équilibre, mais là on voit déjà que son trait s'est sans doute précisé aussi, l'ancrage est plus net. Donc globalement on commence à arriver, comme ici aussi, j'allais dire un peu au pinacle de son style. Alors à l'époque, avec toujours ces anatomies parfaitement maîtrisées, et puis cette façon aussi de composer qui est très lisible et qui sait quand même faire la part belle à des poses de personnages bien mis en valeur. Et c'est là aussi où en fait assez intéressant, c'est que son storytelling est toujours clair. En fait, on a pas mal de plans scope qui maîtrisent plutôt bien aussi. On va le voir avec de la profondeur de champ, des cadrages un peu cinématographiques et tout. Et en même temps, il arrive à nous servir régulièrement ces fameux spin-offs dont je parlais, sans donner l'impression voilà, qu'il les privilégie au détriment du reste de la page. Donc ça aussi, c'est un point plutôt agréable. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un excellent cover artiste. Il a signé un paquet de covers pour Green Lantern, qui, sans être des recherches, en tout cas d'une grande originalité graphique, puisqu'on est souvent dans des poses comme ça assez héroïques, bah, je trouve qu'elle claque vraiment. Son rendu de Hal Jordan est toujours impeccable. Ce qui est aussi à noter, c'est que bah, les costumes des Green Lantern sont quand même assez simples dans le design. C'est pas forcément évident, je trouve, d'arriver à leur donner quelque chose de moderne, dans la mesure où c'est vraiment un costume moulant, sans vraiment accessoire qui permettrait de le faire ressortir plus que ça. Et pourtant, il arrive à chaque fois à lui donner ce côté ouais, très moderne, très
très contemporain, on va dire, par rapport à avec les contraintes que sont, bah, finalement la simplicité, et le côté iconique finalement du costume. Il y a eu son passage aussi sur Aquaman, alors qui m'a pas forcément, transformé en fan d'Aquaman, parce qu'il fait une version d'Aquaman qui est, bah, celle de Geoff Johns, hein, en fait, qui est, finalement l'Aquaman, blondiné un peu lisse. Mais l'écriture en fait un personnage intéressant. Le look est le look un petit peu classique, d'Aquaman avec la veste en côte de maille, dorée qu'on a vu après à la fin du film. Alors après on aime ou on n'aime pas, on préfère peut-être la version un peu plus, un petit peu plus pirate, à l'époque où il avait sa main coupée, le harpon et cetera et tout. Moi c'est pas un personnage dont je suis grand fan, même si voilà, même dans le film en fait il est sympathique mais sans plus. Donc c'est vrai que c'est encore un personnage un peu lisse, et qui fait aussi que justement, le style de Ivan Reis, bah, continue à rendre les personnages lisses, en fait. Là où, en fait, je trouve que, Alan Davis, qui a un peu, on va dire, la même approche, arrive à proposer quelque chose de suffisamment, épuré ou élégant pour faire que finalement ce côté lisse qu'on peut trouver dans sa façon de rendre les personnages, passe bien. Mais Alan Davis a un truc en plus, c'est que, souvent il a une petite pointe, je trouve, de caricature dans ses personnages, que ce soit dans les formes ou dans les visages. Je le retrouve moins chez Evan Rice et de fait, je trouve que ce côté lisse, justement, fait que, ça uniformise un petit peu la façon dont il rend les personnages et ça fait que je trouve que ça manque, c'est pas que ces personnages manquent souvent un peu de caractère, en fait. Ils n'ont pas forcément un visage qu'on va reconnaître, de manière spécifique et finalement, bah, en fait, c'est pas que tout le monde est beau ou tout le monde est parfait, mais voilà, il y a ce côté un peu, prévisible, je dirais, dans le dessin. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien fait, encore une fois. Les visages sont très bien dépeints, mais tout est bien proportionné, tout est juste ce qu'il faut, j'allais dire de précision et d'élégance. Mais souvent, je trouve que ces personnages manquent singulièrement de quelque chose, en fait, de quelque chose d'unique. Donc c'est un peu quelque chose qui va vraiment qui m'a un peu tarabusté au fur et à mesure. Parce que quand j'ai voulu, au début faire cette vidéo, c'était pour, bah, vous dire tout le bien que je pense de d'Ivan Reis, et parce qu'effectivement, il y a encore et on le voit encore dans ses couvertures, son talent de composition, sa maîtrise de l'anatomie. Mais, quand je commence à la préparer, j'arrête pas de me dire: «Mais en fait, c'est quoi ce que je veux mettre le plus en avant chez lui? C'est quoi ce truc-là, ce style-là, cet élément graphique qui fait que je trouve qu'il est absolument unique et irremplaçable, comme j'essaie de le mettre en avant chez d'autres artistes?» Bah, en fait, je n'arrivais pas à sortir du côté, finalement technique. C'est-à-dire, heu, de montrer, voilà, regardez cette cover, enfin ces covers, elles sont sublimes, quoi. Enfin vraiment, il y a rien à dire, ça serait un poster magnifique qu'on aimerait avoir. Les poses, elles sont extraordinaires, chaque personnage est vraiment hyper bien designé, dans son costume et tout. Il y a rien à dire et en même temps, j'allais dire et c'est un peu le problème une question que je me pose aujourd'hui sur des artistes extraordinaires comme, Jason Fabok ou, Gary Frank par exemple, c'est qu'est-ce qui est leur plus-value en fait? Qu'est-ce que graphiquement ils apportent de nouveau? En quoi ils mettent sur la table quelque chose de différent comme par exemple l'a fait Jimmy à l'époque ou comme le fait quelqu'un comme Ryan Otley ou Daniel Warren Johnson ou Frank Whiteley, qui eux, selon moi, apportent une différence graphique, quelque chose qui n'est pas que bien exécuté techniquement et pas que beau, quelque chose en plus et c'est ce quelque chose en plus que je n'arrive pas encore à trouver, donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous êtes fan d'Evan Race, aussi ce que vous en pensez. J'ai pas de réponse, c'est peut-être je suis peut-être en train de faire la conclusion de cette vidéo, mais je n'ai pas de réponse forcément, à cette question, parce que c'est la voilà, il fait partie de ces quelques artistes dont je ne peux qu'admirer, les qualités techniques, aussi le talent en fait, hein, pour, voilà, que ce soit en termes de détails, de rendu des textures, bah, il y a rien à dire, tout est extrêmement bien fait. On peut par contre, je vais revenir un peu sur cette question de l'ancrage et des masses noires et cetera, mais voilà, regarde ce porte-avions, enfin tout est nickel en fait, tout est super bien fait et pourtant cette exécution technique ne me suffit pas. Cette qualité-là d'exécution, peut-être ne me suffit plus aujourd'hui.
Hem et c'est peut-être aussi, un questionnement de lecteur, que de se dire en fait, qu'est-ce qui va faire que, je peux me retrouver face aux planches d'un artiste, qui sont absolument superbes et je le sais, objectivement qu'elles sont superbes, mais subjectivement, je n'arrive pas à y trouver quelque chose qui me fasse vibrer et là, typiquement, par exemple, plein de détails, encore une fois, très beau design, des personnages bien foutus, des jeux d'ombre et tout et pour autant cette page, hem, peut-être parce que c'est justement ces masses de noir se mêlent un petit peu, peut-être parce que, ce travail sur les textures, finalement, ne me facilite pas la lisibilité, mais cette page n'est pas, ne me transporte pas, en fait et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu, toujours ce que je me dis sur ces trucs-là. Ici, on voit ces versions alternatives de personnages de d'ici, donc qui sort de ça vient du premier chapitre là de Multiversity. Je crois que j'ai mis un petit post-it aussi dessus. Il y a son interprétation du Savage Dragon, en Dino Cop que je trouve plutôt sympa. Mais pour autant, même si tout est bien dessiné, par peut-être, la version, baby, de Wonder Woman qui a toujours ce problème comme chez John Romita Jr. de grosses têtes et de petits corps. Mais, et pour autant, voilà, tout est bien dessiné, là encore aussi avec ces parodies des Avengers, les Retaliators, je crois, un truc comme ça, ouais. Hem, Rien à dire, tout est bien, tout est quasi propre, même si effectivement là, on a un ancrage un peu plus léché. Mais ça ne voilà, en dehors de ça, je n'arrive pas à dire, que ce dessin-là je le reconnaîtrais son style entre mille. Même chose pour cette cover, extrêmement bien faite, mais sans les visages. Peut-être aux mains, éventuellement, à cette façon de faire les doigts un peu fins comme, Claudio Castellini justement. Je pourrais pas dire que c'est Evan Rice, en fait et c'est là où, voilà, où ça commence à m'interpeller. C'est que là-dedans, heu, encore une fois, sans les mains, avec les mains peut-être, j'ai un peu de mal. Les visages aussi, heu, on peut, on peut reconnaître un petit peu son style, mais justement, qu'est-ce qui fait que ce style-là est unique? Qu'est-ce qui fait que son interprétation, des personnages est unique? Tout est encore une fois très propre, très bien fait, mais pour autant, je ne peux pas dire que j'en dégage quelque chose, que ce soit en termes d'une façon de designer des personnages, d'une façon de rendre les personnages expressifs, hem, ou d'une technique d'ancrage et cetera et tout qui rendrait le dessin singulier. Je n'arrive pas à trouver ça et c'est ce qui fait que, voilà, je disais que ça pouvait un petit peu, m'ennuyer parce que, voilà, je ne trouve pas forcément, heu, quelque chose de plus, en fait. Multiversity, c'est aussi, une œuvre de grande qualité. On le voit, en fait, ça dans ses décors, c'est très impressionnant. Là encore, bah, c'était la page que je vous ai montrée avec tous ces personnages-là. Il y a aussi, encore une fois, ces proportions de personnages, là, c'est très, alors c'est une espèce de parodie de Hulk, donc il y a aussi un petit côté très, très Brian Hitch aussi dans la façon de travailler la déformation du corps, les ombres, les muscles. C'est impeccable et pour autant, voilà, je tourne en rond et en fait, c'est avec cette page-là où j'ai commencé à me dire: «Il se passe peut-être quelque chose ici» et je vais vous expliquer après pourquoi, par rapport à l'ancrage. C'est que ici il y a le style en fait est un petit peu, est moins lisse, en fait. Il est, beaucoup plus texturé, j'ai l'impression, alors je sais pas si sur le crayonné était comme ça, mais je pense quand même, vu le travail, mais en tout cas, le fait que d'un coup cette espèce de pureté, cette espèce de côté un peu clean dans le dessin soit un petit peu, travaillé, on va dire souillé, par l'ancrage, je trouve qu'il se passe quelque chose parce qu'on on se retrouve avec finalement, quelque chose d'un peu plus nerveux, qui vient se superposer à un style, comme je disais, peut-être un peu trop lisse et c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans tout le titre, mais sur quelques images comme ici, par exemple avec ce Sivana, vampire, et ça m'a interpellé parce que je me suis dit: «Ben, en fait, voilà, on voit que cet artiste, comme on le voit ici, est capable de rendre un paquet de choses très différentes». Il peut faire des animaux, il peut faire, Kamandi, donc cet univers futuriste, il peut faire le côté très pulp, de la saga ici, qui est une des histoires de Multiversity. Mais en même temps, il uniformise un petit peu tout avec son style, donc il sait absolument tout dessiner, visiblement, mais tout est un petit peu uniformisé et ça manque un petit peu d'un caractère un peu spécial. Heu, donc absolument pas de doute sur le fait que, c'est un excellent dessinateur de comics de super-héros.
Mais est-ce que c'est un dessinateur de comics qui va marquer un petit peu, par son style? Est-ce que l'on retiendra, en dehors peut-être de ses Green Lantern, mais un visuel ou une représentation de ces personnes d'un personnage dont il va vraiment, marquer le design? Pas sûr à ce stade, parce que encore une fois, même si ces personnages sont extrêmement, bien faits et iconiques, je ne peux pas dire que, son Superman ou son Aquaman ou son Batman sont absolument définitifs. En tout cas, j'ai pas l'impression de pouvoir dire: C'est cette façon de le dessiner, je ne l'ai jamais vue auparavant et elle va marquer. Et la seule chose en fait, où je me suis dit: «Peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent qui peut se créer», c'est, en lisant ce titre, One Bad Day. Donc c'est la saga en fait, consacrée aux différents, adversaires, enfin à un jour on va dire, dans la vie un jour important on va dire, dans la vie d'un des adversaires de Batman. J'ai pas acheté les autres, à part en numérique, mais celui-là par contre je voulais l'avoir même si je trouve que dommage qu'il est sorti. Très honnêtement pour ce prix-là, le sortir en petit format comme ça, c'est un peu dommage. Mais ce qui m'a vraiment interpellé quand j'ai vu les planches et je me suis dit: «Il faut que je l'achète», c'est le fait qu'il soit ancré par Danny Miki. Alors, je sais pas si vous situez Danny Miki. C'est un artiste, un encreur en fait, qui a notamment bossé sur du Todd McFarlane, qui a bossé sur du Greg Capullo, sur plein d'autres artistes et Joe Quesada aussi, je crois, à un moment donné, et du John Romita Jr. aussi, si je me souviens bien. Et en fait, c'est un encreur qui a un style qui paraît très lâché en fait, à la fois très très détaillé, parce qu'il est vraiment d'Animeki, c'est vraiment un encreur qui fait énormément de textures. On va voir plein de petits traits, etc. Et en même temps, il a un côté un peu lâché, quoi, un peu brut. Et c'est ce que j'aimais bien en fait, parce que c'est pour ça qu'il allait très bien avec quelqu'un comme Greg Capullo, justement. Je trouvais qu'il apportait quelque chose d'un peu crado, encore plus à son style. Greg Capullo, période Spawn, hein, j'entends. Et je trouve qu'il apporte cette espèce de texture un peu sale, un peu brute, sur ses ancrages. Ça va pas avec tous les dessinateurs et là, je trouve que ça va vraiment super bien avec le dessin d'Ivan Reis. Je vais essayer de vous montrer pourquoi sur la fin, mais là déjà en fait on va revoir après cette planche-là, mais ce qui singularise ici, alors il y a le travail sur la couleur aussi, hein, qui fait qu'on est dans quelque chose de moins lisse, mais je trouve que justement, ça donne ça prend vraiment la structure et la base du dessin d'Ivan Reis et ça lui apporte une espèce d'une petite, part de sauvagerie, on va dire, qui le rend plus sombre, beaucoup moins lisse, avec plus de caractère. Je trouve qu'il travaille un petit peu mieux les masses de noir, en tout cas qui arrive à les rendre, plus organiques, beaucoup moins, je trouve que, heu, beaucoup moins mal répartis, que dans certaines planches, en fait. Alors sans doute aussi le travail de Reiss, hein, qui s'est amélioré. Mais vous voyez, en fait, ici, on retrouve selon moi vraiment ce qui fait, l'élégance des visages, d'Ivan Reis et en même temps, pas mal de travail derrière assez fin, sur l'ancrage, qui fait que, ajouté avec cette colorisation, je trouve que ça gagne vraiment en qualité sur le dessin. C'est visible aussi sur cette image. Alors l'histoire s'y prête aussi, hein, sans doute. Elle a un petit côté un peu plus violent, un peu plus sombre évidemment, mais ça m'a interrogé sur le fait que, peut-être que cet artiste a besoin d'aller sur quelque chose comme ça, qui soit, un petit peu finalement un peu moins proche des super-héros classiques et peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus dur, qui peut se prêter et en tout cas qui peut appeler ce type d'ancrage. Là, le travail sur le corps de Batman, il est extraordinaire, je trouve. Alors, je sais pas exactement comment, Ivan Reis a travaillé ses crayonnés. C'est vrai que généralement quand on les regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'aplats de noir, beaucoup de choses qu'il fait au crayon papier comme ça, plutôt en masse de noir. Là, il y en a un petit peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est Danny Miki qui a fait l'option, qui a choisi l'option en fait de plutôt travailler au trait les masses noires que les laissait Danny Miki, mais les laissait pardon Ivan Reis. Mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Ça m'a fait penser à du Conan par Buchma justement, quand il était aussi ou quand il s'ancrait lui-même avec ce type d'effet. J'aime beaucoup, même si les couleurs sont parfois un petit peu sombres pour qu'on se rende compte, mais après on va voir. Mais voilà, je trouve que ça apporte, heu,
quelque chose de vraiment un cachet, vraiment en plus, au style de d'Ivan Reyes, qui du coup me paraît, en tout cas si cette veine-là était cultivée, me paraîtrait peut-être un petit peu plus reconnaissable, que les autres choses. Et j'avais sélectionné un petit peu aussi à la fin, les pages en noir et blanc qui sont mises, dans cette édition, alors je sais pas si c'est le cas dans la VF, mais je suppose que oui quand même. C'est la version VO. Voilà, ce travail-là, il est juste extraordinaire en fait. Là, sur la texture et les ombres, enfin voilà, moi je trouve ça vraiment sublime. Il y a un petit, ça fait penser un peu à du Barry Windsor Smith, ça fait penser à du Bernie Wrightson. Enfin voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un truc que fait parfaitement bien Danny Miki. Est-ce qu'il a collé parfaitement au crayonné? Je ne suis pas sûr. J'ai pas réussi à trouver des planches crayonnées là-dessus, mais voilà, les effets de lumière sont parfaitement rendus. Et on le voit ici aussi, c'est extrêmement bien texturé, un très beau niveau de détail et une vraie lisibilité, en fait. Et là, clairement, voilà, je trouve que ça s'équilibre vraiment bien parce que Mickey a un ancrage d'une telle finesse, en fait, on le voit ici sur ces séquences-là, que toute l'élégance de son trait est respectée et en même temps, les aplats de noir, je trouve, sont mieux maîtrisés, notamment ce plan-là qui est vraiment sublime, et arriver à le fait que les cheveux se détachent ici du décor, qu'on arrive à lire vraiment les textures et tout. C'est vraiment, je pense, un titre que j'aurais voulu voir en grand format et en noir et blanc. Même voilà, ce Batman-là, typiquement, j'essaie de reprendre la page un peu avant en couleur, sans spoiler quoi que ce soit. C'était un petit peu plus haut. Voilà. Sur cette page-là, en fait, la couleur fait le job, mais clairement, la luminosité, elle est tout autre. En fait, le masque, on voit que là, il y a une grande source de lumière sur le dessus, et là, le coloriste n'a gardé que vraiment la pointe. Là, la source de lumière, elle est excellente, elle se lit parfaitement. Tout le travail de volume qui est fait ici suffit largement à comprendre comment la lumière agit, rebondit sur le corps. Là, sur la colo, ça se retrouve pas, je trouve. Et c'est bien dommage, parce que ces planches-là sont parfaitement éclairées. Là où je disais tout à l'heure sur certaines planches en noir et blanc, je trouvais que la lisibilité était un peu compromise. Là, c'est pas le cas. Tout est très très bien équilibré. Alors encore une fois, ça peut être clairement le travail de Reyes qui s'est bien amélioré aussi depuis, même s'il était déjà à un très haut niveau, ou c'est la combinaison avec le travail de Mickey, mais dans tous les cas, je trouve que voilà, là il se passe quelque chose, et notamment dans cette version noir et blanc, j'adorerais le voir dans un titre uniquement en noir et blanc comme ça. La scène d'ouverture aussi, voilà, tout ce travail-là ici à l'ancrage. Euh, donc voilà, c'est, j'espère, une piste graphique qui va continuer à explorer, parce que voilà, c'est indéniablement un artiste de grand talent, indéniablement un dessinateur de super-héros dont effectivement on ne peut que aimer, je pense, le travail. Mais voilà, il fait partie de ces artistes qui, je trouve, payent presque le prix pas de la perfection, mais en tout cas du grand talent qu'ils ont, parce que quelque part, il manque quelque chose. Il manque, selon moi, soit dans le storytelling, soit dans le sens du design, soit des points d'exagération, soit quelque chose qui va rendre leur style un peu singulier. Et c'est une de mes obsessions en ce moment sur d'autres artistes, hein. Je parlais de Gary Frank et de Jason Fabok. J'avais en projet aussi des vidéos sur eux, je vais continuer à y réfléchir, mais j'ai un peu la même problématique, donc j'aimerais essayer de trouver un autre angle. C'est qu'en fait, leur travail est tellement bien fait, tellement précis, tellement euh, réaliste, etc., que trouver un angle pour essayer de caractériser leur style graphique est assez compliqué. Et c'est là où en fait je me pose la question, c'est quoi leur singularité au-delà de l'extrême technicité et du talent de dessinateurs, on va dire académiques ou classiques de comics. Voilà. Et c'est là où en fait, pour finir un petit peu par rapport à ça, c'est que ça fait aussi relativiser et comprendre pourquoi Jim Lee est aussi sorti du lot, avec tous les défauts que peut avoir Jim Lee, hein, dans son dessin. Mais il y avait une vraie singularité dans son style. Il n'était ni John Byrne, ni des dessinateurs classiques comme Neil Adams, etc. Il a apporté quelque chose avec ses avantages et ses inconvénients, mais son style était tellement marqué que on le reconnaissait entre mille. Là aujourd'hui,
pas toujours évident de reconnaître, je trouve, Ivan Reis, heu et c'est sans doute peut-être aujourd'hui ce que j'attendrais de lui. C'est un projet, une évolution, stylistique qui le rende plus singulier, qui apporte une vraie, particularité dans son style. Voilà, après c'est toujours un plaisir de regarder ses planches, c'est clair. Mais voilà, aujourd'hui mes attentes en tout cas très personnelles, sur cet artiste, vont plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez pensé en commentaire. Alors là, c'est un peu vraiment très, 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 très subjectif, hem, comme réflexion. Je ne sais pas si c'est des questions que vous posez ou si vous, au contraire, voilà, vous kiffez totalement et vous voyez des singularités dans son style que je ne vois pas. N'hésitez pas à me les dire et puis voilà, on va continuer à explorer ensemble les différents styles, graphiques, heu, d'autres artistes. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Ciao.